Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous présenter votre émission Tout pour Tête. C'est l'émission où nous parlons de tout ce qui est déconstruction, proposition, de nouvelles alternatives. Et ce soir et aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale parce que, comment expliquer ça? Mon second, c'est pas vraiment ma seconde habituelle. C'est un monsieur. Comment vas-tu? Alors tu peux dire, hein, c'est ton tonton. Ouais, ça va bien. Et puis je suis honoré, je vais bien. Je suis honoré d'être invité pour te seconder, mon cher Jonathan. Et puis en plus, pour une première rencontre avec Naoui, que bien souvent j'appelle Wina. Excuse-moi, voilà, donc je pense que ça va être une émission intéressante où je vais apprendre plein de choses. Puisque les autres où j'ai pu vous suivre tous les deux d'ailleurs dans vos émissions, j'ai toujours appris quelque chose, ça a toujours été très intéressant. J'ai beaucoup apprécié les émissions que vous avez pu faire tous les deux jusqu'à présent. On va t'expliquer un petit peu comment ça se passe avec Tout pour Tête. Manuela, s'il te plaît. Bel bonsoir tout le monde. Tout pour Tête fait pour nous réaliser que ça qui j'ai fait. Mais ça pas fait pour ces choix nous qui mettent. Est-ce ça nous ni en tête, t'as nous, ou ça qui t'a nous, pour encore passer tête? Pas soude. Pas soude. Donc, avant tout, je tiens un rouleau bravo pour tous les étudiants, tous les collégiens, tous les bacheliers qui ont réussi leur diplôme, qui ont réussi qui ont réussi leur bac, BEP, brevet, un rouleau bravo bazot. Bois pour nous aller actuellement en force pays à qui là, donc félicitations encore. Et donc voilà, bienvenue pour l'émission Tout pour Tête, comme je disais. Hugo, tu l'as annoncé, Madame Naoui. Cette fois-ci, elle n'est pas co-animatrice, mais elle est invitée. Pourquoi tu es invitée ce soir? Comment vas-tu, Naoui? Bonsoir à tous, ça va très bien, je vibre bien, un petit peu de stress, sortie de zone de confort. Comme tu l'as dit, je ne suis pas co-animatrice aujourd'hui, je suis invitée. Pourquoi? Parce que pour essayer de suivre la chronologie des émissions précédentes, où on a parlé de la terre, de l'eau, des semences, là aujourd'hui on va parler de l'alimentation, des alicaments, c'est-à-dire comment s'alimenter, se soigner en même temps. On parle de la base où s'alimenter correctement, c'est le premier soin apporté à notre corps. On tient également à dire que alicaments, c'est sorti lors de la première émission. Quand on a commencé à parler, la première fois qu'on a pu parler d'alicaments, c'était avec M. Jimmy Lagancourt. On avait parlé des alternatives au chlordécone et effectivement, on avait parlé des alicaments. Ouais. L'émission sur la permaculture, le premier volet de la permaculture. Tout à fait. Voilà. Entre autres, dédicaces pour tous les invités, je vais tous les nommer. Jimmy Lagancourt, Jonathan Leriagara et Christophe Ney. Yes, ça, Christophe. Ulrich. Et Ulrich également. En plus, tu allé à nous. Excuse-moi, Ulrich. Tout à l'heure, on était avec Ulrich. Donc voilà. Bienvenue, Hugo. Merci. Donc voilà. Donc, comme on t'a dit, la thématique d'aujourd'hui, c'est alicament. Tu connais ce mot-là? Tu avais déjà entendu parler? Oui, j'ai déjà entendu le mot alicament. Donc, ça, c'est un peu aliment et médicament. C'est une synthèse, une contraction des deux mots. Oui. Soigner, bien manger. Pourquoi en 2023, on s'interroge encore pour bien manger, sachant que on sait que c'est important et c'est primordial? Alors, c'est marrant que tu dises ça. Pourquoi en 2023? Parce que, je le disais en off tout à l'heure, mais j'écoutais un peu des émissions sur la route en venant, et j'entendais que le concept d'alicament, ça part de la Grèce antique, quoi. C'est quand on commence à parler de se soigner par la nourriture, que la nourriture soigne, et inversement, que aussi l'excès ou une mauvaise alimentation peut justement nuire à l'organisme. Dans le podcast que j'écoutais, il disait que ça datait de l'époque des Grecs, donc la Grèce antique. Donc si tu me dis en 2023, je te dis non, c'est pas qu'en 2023 qu'on parle d'alicaments, on en parle depuis toujours, quoi. Donc c'est un combat qui n'a jamais cessé. C'est ce que j'ai entendu dans le podcast. Un combat qui n'a jamais cessé. Quand c'est comme ça. Parce que si tu me parles de la Grèce antique avec Athènes, tout ça, etc. à l'ancienne, et puis là encore en 2023, on en parle encore, sachant qu'on a parlé des problématiques avec, surtout chez nous, on rajoute plus de sucre, il y a plus de gras, ça a toujours été quelque chose qui est toujours revenu, l'alimentation au pays.
avec le taux d'obésité également, tout ça. Après, je me trompe peut-être, mais la Grèce antique, je ne dirais pas que c'est un bon exemple, parce que la Grèce antique, sur beaucoup de points, par exemple, le fait d'être une société de consommation comme on est aujourd'hui, la Grèce antique nous ressemble en fait. Rien que donner-leur du pain et des jeux. Ouais. Ça sort de la Grèce antique, ça sort de cette époque-là. Donc, je ne suis pas sûre, en fait, qu'il y ait eu cette nécessité de parler d'alicaments dans d'autres sociétés antérieures. Par contre, la Grèce antique ou peut-être à Rome, dans ce temps-là aussi, ça ne m'étonne pas parce qu'on avait des fonctionnements communs, en fait. Cette espèce, comme je disais, société de consommation où on pousse les gens à consommer et à se divertir pour oublier certains problèmes, c'est du noyau commun. Oui, mais il y avait aussi un autre contexte avec déjà l'alimentation, un autre contexte avec l'alimentation, une autre relation avec l'alimentation, mais à cette époque-là aussi, on va pas parler que de ça, mais il y avait déjà plus d'activité physique. Là maintenant, il y a l'auto, on va moins se dépenser, ça n'a rien à voir aussi, même si que ça vient de cette idée. Mais là maintenant, il faut voir aussi avec tout ce qui est, toutes nos problématiques, c'est-à-dire tout ce qui est, comme je disais, on va moins se dépenser, par rapport il y a 40 ans, 60 ans, ça n'a absolument rien à voir aussi. Oui, aujourd'hui, les aliments peuvent même être source, comme disait Hugo, trop manger de la même façon que des aliments peuvent soigner un excès ou bien, on va parler c'est que sur de l'excès, par exemple des aliments empoisonnés, ne nous feront pas du bien. Des aliments qui sont quasi des calories vides en fait, puisqu'on expliquait par exemple sur plusieurs émissions, on a expliqué le risque de la monoculture, c'est des fruits, des légumes faits qui poussent sur une terre vide. Ils n'ont pas de nutriments, qui Donc eux-mêmes voilà, ne sont pas nourris. Eux-mêmes n'ont pas exact. ce qu'ils ont besoin pour être Donc nourris. ils sont pour nous très donner ce qu'il pauvres faut. en nutriments. Donc qu'est-ce que nous, ils nous apportent? Donc c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup dans notre société, tant avec l'alimentation transformée, mais aussi avec ces problèmes de culture à grande échelle, de course au profit, donc de culture à grande échelle. Un exemple, un fruit qui est vraiment exemplaire de ça, c'est la tomate. La tomate qui a zéro goût. Elle a juste la forme, elle a l'aspect, mais quand tu la manges, il n'y a pas de goût, quoi. Tu bois un verre d'eau, tu manges une tomate, c'est quasiment pareil parfois. Pour les tomates qui sont faites vraiment, tu vois, la tomate, on va dire, d'agriculture, entre guillemets, ouvrez les guillemets, industrielle. Alors que quand tu peux pousser une tomate chez toi, moi je peux pousser 2-3 tomates chez moi, je crois que c'est la première fois que je mangeais une tomate, quoi. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu le goût de la tomate, tu vois ce que je veux te dire. Et en termes d'apport? Justement, en termes d'apport, c'est pareil, on perd en fait. Quand j'ai fait ma formation en micronutrition... Ah oui, excuse-moi, je t'ai présenté, effectivement, mais tu viens en tant que... Ta qualité non, mais il faut quand même le dire. Parce que tu viens en tant qu'invité, mais il faut expliquer également en tant qu'invité par rapport à quoi. Alors, je suis infirmière micronutritionniste. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui et que je suis venue en tant qu'invitée pour parler de cette thématique de l'alicament, manger et se soigner en même temps. D'accord, très important. Pour replacer un petit peu certaines choses. Oui, j'avais oublié de le dire. Donc, en fait, qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors, lors de ma formation, je crois que j'en ai parlé d'une des précédentes émissions, mais lors de ma formation, alors, on a une prof, le dernier jour, en fait, qui nous explique qu'elle habite en France, entre des montagnes, et que là où elle vit, il n'y a jamais eu de monoculture et d'agriculture intensive. Néanmoins, elle vit en France sur un territoire où il y a énormément, où c'est la norme, c'est l'agriculture normée, on va dire, capitaliste, donc monoculture et autres. Et elle disait qu'en fait, quand elle a fait analyser les fruits, parce que justement, elle entendait les réflexions des anciens qui disaient « mais oui, mais les fruits n'ont plus de goût, les fruits ont plus ceci et cela », elle a fait analyser certains fruits. Et au final, en termes de nutriments, ce n'était plus du tout la même chose que ce qu'on pouvait retrouver dans les manuels ou dans les résultats des études précédentes. Ce n'était plus du tout la même chose. Donc, ils avaient perdu et en goût, comme disait Hugo, et aussi en nutriments. Donc, ces analyses sont là pour le goût, mais pour l'apport, c'est par rapport à quoi ces analyses se font? C'est pour l'apport, pour tout ce qui est micronutritionnel. Mais elle s'est appuyée, même moi en tant qu'infirmière, quand je vais chez les patients, beaucoup de grandes personnes me disent, mais non, la viande n'a plus le même goût, les fruits n'ont plus le même goût, les choses n'ont plus le même goût. Ces analyses se font également surtout sur la contenance de pesticides? Oui, pareil, on fait ça aussi pour le chlordécone. Alors, pour les fruits,
Pour les fruits, on ne fait pas ça ici. Il faut envoyer des échantillons. Je crois que Jimmy nous en avait parlé aussi. Il faut envoyer des échantillons sur la France. Tu m'avais parlé d'un laboratoire d'analyse sur le Lamentin. Oui, qui font certaines analyses. Mais par contre, ils sont en relation avec des laboratoires en France pour les analyses. Je t'ai dit que j'allais chercher le nom, j'ai oublié. Ils sont en relation avec des laboratoires en France pour les analyses qu'ils ne font pas. Il y a des choses à dire par rapport à l'alimentation. J'ai reçu il n'y a pas longtemps chez moi les gens de la Frédon, justement, qui venaient récupérer des œufs. La Frédon, justement, s'il n'y avait pas du chlordécone dans les œufs. Dans les œufs? Ouais, j'ai dû leur donner 6 œufs. Des œufs des poules que j'ai chez moi, quoi. Donc j'attends les résultats, mais bon, ouais. Effectivement, ils me disaient qu'ils avaient retrouvé, ils se sont remis à faire d'autres analyses, puisque dans les œufs, ils trouvaient un taux de chlordécone vraiment très élevé, quoi. Sans indiscrétion, ça te dérange de le dire parce que bon, on connaît, mais bon, tu habites où, voilà, donc c'est pour savoir ces analyses au niveau de quelle commune? Au Vauclin, pas loin de la montagne. Voilà, ça te va? Non, c'est pour un petit peu, toujours replacer un petit peu pour les téléspectateurs et téléspectatrices, de bien voir on parle de 90% des terres empoisonnées avec un taux de chlordécone. Donc, c'est pour aussi un peu replacer, pour constater, parce que tu es en train de parler de poules qui mangent, et on regarde par rapport aux analyses. Ça veut dire la Et poule mange des vers, les vers sont peut-être contaminés, et ainsi de suite, plus ce que la poule peut manger d'elle-même, ce qu'elle va trouver dans le terrain. Donc personnellement, ça va, puisque j'ai déjà fait les analyses de terre, ça va, personnellement. Mais effectivement, ça fait flipper quand même. Tu te dis, alors attends, si mes œufs à moi, je ne peux pas avoir confiance, comment je vais faire pour avoir confiance dans les œufs du magasin quand c'est de l'élevage en batterie, tu vois, en grande quantité? Ça fait un peu flipper, quoi. On avait parlé avec Christophe, je me rappelle, des tubercules. Et non, je crois que Qui pouvait capter, oui, c'est qui Christophe. pouvait capter tout ce qui était pesticides. Donc, comme moyen de dépollution, voilà, une idée de dépollution pour les sols. Des tubercules. De mettre donc des tubercules. Planter genre igname, dachine, Voilà, pomme-terre, bien tout sûr, ça. ça sera une récolte. Une récolte vide, quoi, pour que ça puisse absorber le chlordécone. C'était et qu'ensuite, une hypothèse. il faudrait voir ça. C'était une hypothèse. Par contre, j'ai bien aimé que tu aies parlé de tes œufs avec un potentiel risque de chlordécone, parce que ça met le doigt sur quelque chose. Si si des gens sont venus chez toi s'inquiétant qu'il y ait du chlordécone dans tes œufs, ça montre bien. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait ça en conscience quand il consomme, quand il achète à manger, mais ce qu'on mange aussi des choses. Et donc, de la même façon, déjà, voilà, mais c'est réellement ça, c'est-à-dire de la même façon, ma poule, si je veux qu'elle m'apporte quelque chose, il faudra que son alimentation lui apporte quelque chose. Voilà, si on prend rien, par exemple, comme tu dis, les œufs de supermarché, qui pour beaucoup, les poules, c'est dans des batteries, des petites cages, elles sont nourries au maïs en grande majorité, les acides gras qui sont nécessaires pour nous et qui sont apportés par le maïs, favorise l'inflammation, surtout qu'on en consomme énormément de ce genre d'acides gras. Donc, j'ai bien aimé ce que tu as appris, parce que c'est exactement ça. La viande qu'on va manger, les œufs qu'on va manger, ce qu'ils vont nous apporter comme nutriments vont dépendre déjà, eux, de ce qu'ils mangent, de leur diversité alimentaire. Un animal sans diversité alimentaire, on va le manger, on va penser qu'on s'apporte quelque chose, mais on ne s'apporte pas grand-chose. C'est vraiment par rapport à la chaîne alimentaire, par rapport à ce qu'ils mangent, et ensuite après ça. Exact. Pareil à ce qu'ils vivent. Hein. Nous, on sait que l'être humain, quand il est stressé, il sécrète des choses qui ne sont pas bonnes du tout. Je vais dire pas forcément. Par exemple, il y a que le cortisol qu'on sécrète quand on est stressé et qui est une molécule qui favorise l'inflammation. On va manger une poule qui est élevée en batterie. On va manger un bœuf ou boire le lait de la vache qui est dans un petit espace comme ça, à qui on a retiré son veau, à qui se retrouve avec plein d'autres, qui est stressé parce que les maladies stressent aussi, et qui est sous antibiotiques, et bien déjà ce stress, tout ce stress, parce que les animaux stressent, hein, mais bien sûr. Tout ce stress, donc toutes ces molécules, toutes ces mauvaises molécules, toutes ces mauvaises sécrétions qu'elle aura dans sa chair, nous allons aussi le consommer. Donc c'est pourquoi tous ces aspects
que ce soit de l'élevage, parce que là on parle beaucoup de viande, poulet, bœuf, tout ça. Dans tous ces aspects-là, l'importance doit être, cette importance-là, elle doit être prépondérante pour arriver à nos assiettes. Exact. Parce que par rapport à la qualité de la viande aussi. Mais attends, on parle de stress au niveau des animaux. Mais quand on va manger la viande, qu'est-ce que ça devrait nous faire? Mais c'est ça que je te dis en fait. C'est-à-dire qu'on va consommer cette viande qui est pleine de molécules néfastes. Ces molécules néfastes, on va les ingérer. Voilà, par exemple, le cortisol, voilà, le bœuf est stressé, la vache est stressée, tu manges du steak, et elle a eu beaucoup de cortisol ou de cytocine ou je sais pas quoi. Toi, ça sera peut-être infime par rapport à ce qu'elle est là, mais il y aura quand même une part qui va passer dans ton alimentation. Et même à côté de ça aussi, de la même façon, si on parle de stress, on va parler de burn-out. Le burn-out, c'est quand le corps il est épuisé. Épuisé pourquoi? Parce que non seulement il sécrète des choses inflammatoires, mais en plus, il met, en fait, c'est comme si tu as un truc, parce que le stress à la base, c'est une réaction de sécurité pour nous préparer à nous battre ou à fuir face à un prédateur. Donc, c'est-à-dire que tu te retrouves face à un danger, le corps monopolise toutes tes réserves pour les utiliser pour te donner une chance de survivre. Donc, imagine maintenant la vache, parce que c'est ça le stress, qu'on le veuille ou non, c'est ça le stress. Le stress, c'est un cerveau antérieur, reptilien, qui est primitif, qui est là depuis longtemps. Les réactions ne changent pas. Donc, même si c'est un patron, ce n'est plus un lion, mais la réaction physiologique du stress ne change pas. Donc, de la même façon que l'homme de Néandertal réagissait face à un lion, ce qu'il sécrétait, on le sécrète face à notre patron quand on est stressé. La réaction en elle-même ne change pas. Le déclencheur, oui, la réaction ne change en rien. Donc, tu te retrouves avec une vache qui épuise son stock de nutriments, ce qu'elle est censée te donner quand tu la manges. Tu la manges pour quelque chose. Donc, elle est censée t'apporter ça quand tu la manges, sauf que comme elle est en batterie, elle est hyper stressée. Donc, ça, elle l'épuise, plus elle sécrète des choses inflammatoires, plus il y a ses réactions, il y a sa réaction immunitaire, toutes ces réactions immunitaires qui la protègent parce qu'elle est stressée. Donc, qui se déclenche, ça prend des proportions énormes et on se retrouve à ingérer ça. Ce que je constate aussi, c'est que la bienveillance doit vraiment s'opérer dans chaque aspect même de l'alimentation. Cette bienveillance-là au niveau des animaux, là, parce que là on parle des animaux, de bien élever, comme je dis, élever en termes d'élevage, les animaux, leur apporter la nourriture nécessaire et puis, comme on disait, les mettre dans une petite cage, oui, ça va... Ça va c'est le respect. C'est le respect de la nature. C'est le respect de tous, de toutes choses en fait. J'aime bien le film Avatar. Pas pour tous ses aspects, avec mais les pour certains, oui, mais pour certains de ces aspects. Alors, je précise, je n'aime pas pour tous ces aspects du film, mais là n'est pas le sujet. Mais pour certains de ces aspects, j'aime. C'est dans le respect. On tue pour manger, mais pourquoi? Parce qu'on doit le manger, on doit le maltraiter, le malmener. Tout se respecte en fait. Tout, la vie c'est sacré, quelle qu'elle soit, et on n'est pas dans de la religion, rien, mais la vie c'est sacré. Donc pourquoi, avant de manger quelque chose, ok, on va le manger, ok, c'est une chose, mais pourquoi? J'ai une question à te poser, parce que tu as parlé de la religion, et c'est une question que je me posais tout à l'heure. Par exemple, les musulmans ou juifs, ils vont égorger notamment les animaux avant de les manger. Et je me dis, est-ce que ça rend pas la viande plus saine que d'avoir justement, parce qu'il y a des nutriments qui sont dans le sang, donc aussi des mauvaises choses qui vont passer dans le sang. Est-ce que ça rend pas effectivement la viande, est-ce que c'est pas une façon de rendre justement leur alimentation plus saine que d'égorger la bête, de la vider de son sang avant de commencer à la débiter et puis la cuire et la manger? Alors, je ne m'étais jamais posé cette question, je réfléchis 2 minutes. Alors, je pense qu'on perd des choses parce qu'effectivement, comme tu dis, la vider de son sang, il y a pas mal de choses dans le sang, donc on perd des choses, mais... Est-ce qu'on perd pas des mauvaises choses aussi? On perd des mauvaises choses, bonnes comme mauvaises, on perd, mais il en reste dans le sens où, dans nos tissus, tout ce qui est élément figuré du sang, certes, par exemple, nos barrières immunitaires se retrouvent aussi dans nos tissus, le cortisol, même si le sang, c'est un petit peu comme l'axe de circulation, mais dans nos tissus aussi, il y a toutes ces choses. Mais je pense, comme tu dis, une fois que la viande est saignée, on perd une partie, puisqu'on perd tout ce qui est dans l'axe de circulation, mais il y a une partie qui reste dans la chair.
Donc à voir. Bon, on demandera. Mais c'est une bonne quelqu'un- question. Je Si m'en quelqu'un peut nous souviendrai. répondre sur la page de Sur la l'émission. sur la page de l'émission, tout à fait. On est sur une île, donc qui dit île, la mer autour, Voilà. et également les poissons. Oh là là. Alors là, je vous invite, excuse-moi, petit aparté. Hein, j'ai fait quelque chose lors de la journée de mon association Racine Kila, une superbe association vauclinoise, enfin peu de pub. Ouais, voilà, il faut faire de la pub. Avec hein. Martine Lheureux et un ami à elle, c'était justement sur l'alimentation. Et tu te rends compte que déjà, le poisson qu'on mange ici, ouais, on va l'acheter au supermarché, quoi. Et même lorsqu'on va pêcher avec chlordécone et tout ça, en gros, quoi, c'était effarant de se rendre compte à quel point on se dit on est sur une île et on doit manger du bon poisson. C'est pas du tout le cas. Voilà. Et même sans le chlordécone, j'avais vu une émission, en fait, c'est toujours dans une émission que j'ai vu ça, donc il paraît, c'est pour ça que je dis il paraît qu'il y aurait un amas de plastique aussi grand que les continents. Que les continents. Ouais. Et en fait, tous les grands poissons, genre thon, espadon, tout ça, tous les grands poissons qui font le tour du globe, eh bien, en fait, donc ils passent dans ces coins très pollués et on se retrouve à les consommer. Donc, pareil, on consomme tout ce qui est plastique. J'avais vu notre émission où on disait que voilà, que dans notre sang, on retrouve des microparticules de plastique. Par rapport à nos eaux, par rapport à nos côtes. Pas que nos côtes, Pas les que poissons ça. se baladent. En fait, tu as des poissons, comment on les appelle? Est-ce que c'est eux qu'on appelle poissons pélagiques? Je sais pas mon dada. Mais oui, les poissons, les gros poissons qui se promènent, ils sont pas rien qu'autour de nous, en fait. Donc, ils ramènent pareil les métaux lourds. On retrouve beaucoup de métaux lourds dans les poissons. Les gros poissons, pareil, qui se baladent un petit peu partout. Et même pas loin de nos côtes, avec la Guyane, l'orpaillage sauvage et tout ça, tout ce qui retombe dans l'eau. Rappelez-vous, il y a quelques années, c'était le panga, un poisson qu'on appelait, il y avait eu un scandale, on parlait beaucoup de ça ici. Voilà, le poisson n'était pas bon du tout, quoi. Et puis surtout, c'est avec l'arrivée des gros bateaux, les gros Il y a ça paquebots, aussi, justement, la pêche tout ça. intensive. Voilà, plus alors après il y a aussi le calibrage des poissons, les rejetés, ceux qui vont servir, avec quoi on nourrit les poissons d'élevage, parce qu'ici en Martinique on a beaucoup de pisciculture aussi, on mange aussi pas mal de poissons qui sortent de pisciculture, et avec quoi ils nourrissent les poissons je veux pas faire de casser le business des gens, mais il y a une partie de la pisciculture, certains peut-être aussi, c'est voilà, des farines animales, donc qui dit farine animale dit la même chaîne, tu vois ce que Naoui si disait, du maïs, voilà, c'est la même chose, et ainsi de suite, c'est ce qui te donne, donc un poisson qui a nagé dans une piscine et qui a mangé de la farine animale, et puis tu dis, ah ouais, mon qu'à manger sain, je mange que du poisson bien sain, Ouais. Et puis la taille de piscine, je ne m'y connais pas en pisciculture, mais la taille de piscine, c'est pareil pour les poules. Plus elles sont entassées, plus elles sont stressées. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. C'est toujours ce même capitalisme de la course au profit fait qu'on est obligé de stresser les choses pour qu'elles aillent plus vite. Parce que c'est ça le capitalisme. Le profit, aller plus vite pour produire plus, pour avoir plus. Et puis également, parce que bon, quand on regarde certaines saisons, il n'y a plus de saison au niveau de certains fruits, c'est-à-dire que à travers cette économie à outrance, cette mondialisation importante, ok, ouais, pomme de l'eau, peut-être qu'ils vont faire pomme de l'eau qui est poussée tout au long de l'année par rapport à la saisonnalité habituelle. À la saison habituelle. Normal. Heureusement, pour l'instant, on ne consomme pas assez de pommes d'eau pour qu'ils aient l'idée de les mettre sous serre. C'est un petit exemple. Non, mais tu as raison. Donc je disais heureusement que certaines choses, on ne les consomme pas assez pour qu'ils aient justement l'idée de les mettre sous serre. Non, parce que comme j'ai mangé une petite pomme d'eau tout à l'heure chez ma mère, c'est très très bon. Donc c'est resté. Parce que quand les fraises, quand tu vis, j'ai passé une année en France, tu trouves des fraises toute l'année. Comme c'est des produits que les gens demandent. Offrez la demande. Et qu'on ne regarde pas par rapport aux saisons. Et puis, surtout, on en avait parlé. Dédicace pour Christophe, parce qu'on avait fait une très belle thématique, effectivement. Et on parlait des saisons d'avocats. Peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas des saisons d'avocats tout au long de l'année, que la saison, c'est pas tout au long de l'année, parce que l'apport de l'avocat va te faire du bien à une certaine période. Et ainsi de suite. Et le truc, c'est que par rapport à cette mondialisation, par rapport à cette consommation excessive de tous ces aliments-là, on le veut tout de suite. Donc voilà. Hugues, ça va? Moi, ça va. Ça se passe bien? Oui. Moi, j'aurais une petite question, justement. Alors, si un de vous deux peut vraiment, là, je me mets en mode téléspectateur, vraiment comprendre, justement, on mange. Moi, je vais au magasin, j'achète, je mange. Mais qu'est-ce qui se passe après?
Parce qu'on parle de nutriments, de vitamines, d'oligo-éléments. On dit des mots. Mais parfois, on ne comprend pas tout, tu vois, et vraiment comprendre le cheminement qui est justement, c'est ça qui est le processus de l'alimentation et de la nutrition. Déjà, tout à l'heure, là, quand on parlait de bienveillance, quand on parlait de respect également des aliments à travers l'élevage, commençons par là tout d'abord, quand on voyait le stress qui pouvait se contenir dans les animaux, on va le manger, comme on parlait de cortisol, effectivement, ce ne sera pas porteur pour nous, hein. Mais comment justement le cortisol? Alors je mange une pomme, comment je passe de une pomme, allez pas une pomme, on est en Martinique, moi j'ai en goyave, voilà. et comment je me retrouve à avoir, je sais pas, de la vitamine C? Comment ça, tu vois? Parce que je pense qu'on a un vrai problème d'alimentation ici et bien souvent, on est là, nous trois autour de la table, à peu près, tu vois, moi je sais à peu près, toi tu sais très bien et lui il sait un petit peu, tu vois, on va dire ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas parce qu'on en parle beaucoup et bien souvent c'est des personnes qui vont se trouver en surpoids, qui vont avoir des problèmes de santé, même si c'est pas le surpoids, qui vont être, je sais pas, qui vont faire, comment on appelle ça là déjà, cholestérol ou qui vont être diabétiques et tout ça. Surtout en Martinique, tu vois, parce qu'on a vraiment un problème, au niveau de l'alimentation. Bon, ça on en a déjà parlé plus d'une fois, on mange en 2023 comme nos parents en 1960, sauf qu'on est en voiture toute la journée. Donc on n'a pas la même dépense énergétique. On ne mange pas comme nos parents en 1960. Non, on mange pire. On mange même pire. Non, mais on va dire, on mange autant de. Non, excuse-moi là, oui. Je vais dire, on a. Et bon, pas bon. Pourquoi pas aller comme ça? Le micro il est juste devant toi. Il faut faire une pause dans l'émission. Pour t'arrêter, toi et moi. Non, je recommence, excuse-moi là, oui. Non, voilà, toi tu perturbes les gens et après ça fait ce qu'ils veulent dire. On a autant de calories, voilà. C'est peut-être pas de bonne qualité, mais on a même des calories vides, quoi. Tu vois, on mange si ce n'est plus de calories que nos anciens parents ou grands-parents, mais c'est que notre dépense énergétique est tellement moindre que tu prends une photo, hein, tu prends une rue de Fort-de-France, tu vas sur le net, tu cherches Fort-de-France 1962, je sais pas, au hasard, et tu prends Fort-de-France 1922, la même rue, tu dis mais c'est pas possible, c'est pas le même pays. Je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a l'apport de la nourriture, mais comme on parlait de stress aussi. La sédentarité aussi, moi je pense la voiture. Et puis il y a aussi le stress, il y a beaucoup de choses. Ta voiture est garée à combien de mètres de chez toi? Même pas 3 pas. Voilà. Qualitativement et quantitativement, les choses ont changé. Alors déjà, pour répondre à ta première question, qu'est-ce qui se passe quand on mange? Donc déjà, c'est important de savoir que la digestion commence dans la bouche et qu'à chaque fois qu'il y a un stade on va dire qu'il y a des paliers et qu'à un palier, la nourriture n'est pas correctement digérée, ça veut dire qu'on augmente la probabilité qu'elle ne soit pas bien assimilée par l'organisme. Donc, de mauvaises dents, déjà, ça commence par déjà une hygiène dentaire. Avoir de bonnes dents, bien mastiquées. Mais avant même ça, prendre le temps, parce qu'on a, en majorité, on a tous de bonnes dents, mais combien de temps on prend pour manger, en fait? Mâcher. Combien de temps on prend? Même là, on est pressé. Ouais. Normalement, quand on avale une bouchée, ça doit être de la bouillie. Ça doit être de la bouillie parce que, alors, on a ce qui s'appelle tout au long du tube digestif, des organes de la digestion, on a ce qui s'appelle des enzymes. Ce sont des ciseaux. C'est ce qui sert à découper les aliments et puis à chaque fois de plus en plus petits. Donc, si les ciseaux, donc dans la bouche, on a déjà une digestion mécanique, les dents, c'est-à-dire par le mouvement de mastication, et une digestion chimique par les enzymes, donc les petits ciseaux. Les enzymes sont dans la salive. Si on ne prend pas le temps de bien enrober tout ce qu'on mange avec la salive, déjà, on a joué sur notre assimilation. L'assimilation, c'est ce qui va rentrer dans notre organisme et qui va être utilisé par le corps pour faire ce qu'il a à faire. Excuse-moi, juste une question. Et en plus, je vois le schéma que tu racontes, donc en plus, si on ne prend pas le temps de bien, justement, se servir du premier stade, la salive, les dents... Et mastication. Ça veut dire, alors moi, quand moi j'ai McDonald's, par exemple, et je l'avale, clac, un coup de hop, et je l'avale. Ça veut dire, par contre, vu que je n'ai pas fait cette étape-là, elle aura beaucoup plus de travail. Donc, je vais forcer peut-être quelque chose. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Forcer sur la digestion gastrique qui, elle, ne sera pas optimale. D'accord. Parce que des ciseaux pour couper des gros aliments ne sont pas les mêmes que des ciseaux pour couper des aliments qui sont déjà réduits en bouillie. Donc, pareil, et comme tu dis, ton exemple est très bon. Une fois qu'ils sont mal on ne va pas digérer, mais mal mastiqués, mal enrobés, ils arrivent dans l'estomac où les ciseaux... ne peuvent pas faire leur travail correctement parce que ça n'a pas été assez mâché menu. Donc, deuxième étape,
Deuxième étape, ça descend dans l'intestin. Et là, il se passe quoi? Ce qui n'est pas assez digéré aura du mal à s'éliminer dans les selles. D'accord. Il y aura un manque d'assimilation, c'est-à-dire que c'est mal digéré. Donc, si je devais récupérer du calcium, du magnésium, des fibres, ça ne va pas passer parce que ça n'a pas été découpé comme il fallait. Et en plus, le risque qu'on prend, et c'est un risque élevé, donc quasi omniprésent, c'est que des débris trop gros pour passer vont rester sur la paroi intestinale et créer de l'inflammation. Mais Naoui, tu dis que peut-être qu'il y a des apports à travers le fait de mastiquer qu'on ne va pas récupérer. Si je comprends bien. Non, ce que je disais en fait, c'est que chaque étape est importante. Oui, ça j'ai compris. Pour que l'assimilation essentiellement se fait au niveau de l'intestin grêle, le premier intestin, Oui. le petit intestin. Oui. L'assimilation de nos nutriments se fait essentiellement là. En grande majorité, c'est à ce niveau. Mais pour que les nutriments soient assimilés à ce niveau, il faut que les aliments aient été digérés de manière optimale. C'est-à-dire que toutes les étapes de la digestion étaient faites. Si là, après la bouche, je suis censée avoir une bouillie. Si je ne mâche pas, je me retrouve avec des morceaux vont arriver. L'alimentation va arriver, mais on appelle ça un bol alimentaire au niveau de l'estomac. Il va arriver où il y aura des morceaux. Eh bien, mes petits ciseaux qui sont faits pour couper de la bouillie seront trop petits pour découper des morceaux. Donc, ce qui fait que ce qu'il y a dans les morceaux que j'aurais pu absorber s'ils avaient été correctement digérés, je ne vais pas les absorber. Donc, déjà là, je mange, mais à perte. Donc, il y a première étape, la mâchoire, l'œsophage avec des enzymes. L'œsophage, pas d'enzymes, c'est un circuit, ça descend. Ah non, mais dans la salive, il y a des enzymes Oui, il y a déjà. des Donc, enzymes. voilà. Et ça descend dans L'estomac, il y a des l'estomac. enzymes. Et justement, alors l'estomac, c'est quoi son rôle exactement? Alors, l'estomac, son rôle, c'est la digestion aussi, donc avec un autre type d'enzyme, d'autres ciseaux, et le mélange, en fait. Il agit un petit peu, on va dire, comme un tambour de machine à laver, un petit peu comme ça, et puis des petits ciseaux. D'accord. Et après l'étape ensuite, de l'estomac, ça passe au niveau foie. de l'intestin grêle. D'abord, le duodénum, c'est une partie de l'intestin grêle, c'est essentiellement là où se fait les assimilations. Et puis ensuite, après l'intestin grêle, le côlon. Le côlon, donc Et ça, puis voilà. le Mais rectum. entre-temps, justement, mais on dit souvent, on a mal au foie, et on parle souvent du foie. Le foie, il intervient quand Alors, non, le foie, il récolte, alors uniquement il récolte. Non, alors le foie, c'est un organe très important. Il fait partie de la digestion parce qu'il aide à digérer. Il sécrète la bile qui sert à digérer les graisses. Et aussi, c'est l'organe de la détoxification. Donc, on parle d'alimentation. Donc, je vais m'arrêter sur le foie. Merci d'en avoir parlé. Le foie, alors, comme on l'a dit, c'est l'organe de la détox. C'est-à-dire, surtout, alors, imaginez, on mange. On a parlé des animaux stressés qu'on mange, des animaux qui prennent des médicaments, donc que nous, on absorbe, des médicaments que nous, on prend, du stress que nous, on a, donc des choses qu'on sécrète qui ne sont pas bonnes, de l'alimentation industrielle. On sait tous, on ne va pas le refaire, que dans l'alimentation industrielle, il y a plein de choses qui ne sont pas bonnes. Donc, plein de toxines, en fait. Et c'est le foie qui doit se taper, en grande majorité, l'élimination de tout ça. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut prendre soin de son foie. Moi, en ce qui me concerne, je fais 3 fois par an des cures de détox hépatique parce qu'un organe à qui on donne, un organe qui a déjà au naturel énormément de travail et à qui on donne encore plus de travail par rapport à notre mode alimentaire et notre mode de vie, il mérite qu'on le nettoie, qu'on le détoxifie 2-3 fois par an. Dédicace entre autres pour Madame Emmanuel. Et donc, détoxification du foie, qu'est-ce que tu préconises, toi? Alors moi, je suis une petite fainéante. C'est bien. Je vais à la pharmacie et je demande un extrait de plante standardisé. Alors, curcuma. Le curcuma qui est hépatotonique, hépatoprotecteur. Donc, hépato, c'est foie. À chaque fois qu'un mot commence par hépato, c'est le foie. Donc, hépatoprotecteur, protection du foie, hépatotonique. Donc, il stimule le fonctionnement du foie, le curcuma. Donc, pareil, dans vos aliments, dans vos repas que vous préparez, n'hésitez pas. Un truc, c'est que le curcuma a son assimilation, donc comme je l'ai dit, la majorité des choses sont assimilées au niveau de l'intestin et son assimilation n'est pas complète et est assez difficile. Donc, c'est pour ça que quand vous achetez des gélules au curcuma ou un médicament au curcuma, il y aura souvent accompagné, en tout cas dedans, de la pipérine,
qui est de l'extrait de poivre noir. Donc, quand vous faites votre repas, curcuma, poivre noir. Le poivre noir et le gingembre, donc la pipérine et le gingérol, quand il s'agit de gingembre, sont deux molécules, donc pipérine pour le poivre noir et gingérol pour le gingembre, sont deux molécules qui écartent les cellules intestinales. Donc, elles augmentent la perméabilité de l'intestin. Perméable, ça veut dire qu'il laisse passer. Imperméable, comme un manteau, ça ne laisse rien passer. Donc, ça augmente la perméabilité de l'intestin, organe d'assimilation, pour permettre aux choses de passer. Par contre, ça ne fait pas de sélection. Pipérine et gingérol ne font pas de sélection. Elles laissent passer les bonnes choses comme les mauvaises. Donc, pour reprendre, on parlait du curcuma, donc on recentre, on parlait du curcuma. Avec le curcuma, gingérol ou pipérine. Et puis, pour faciliter son assimilation aussi, un corps gras. Donc, quand c'est dans le repas à midi, ou en tout cas le repas salé, en général, il y a du gras, même si c'est le gras de la viande, donc c'est très bien. J'avais entendu parler que le curcuma était mauvais pour la vésicule biliaire. Pas du tout. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. D'accord, j'avais entendu parler de ça. J'ai entendu que curcuma et gingembre, c'est plutôt des anti-inflammatoires aussi. Anti-inflammatoire, antioxydant. Le curcuma est un très très bon anti-inflammatoire. Donc, je vous disais, pour le PS, je fais curcuma, chardon-marie, qui est aussi hépatotonique et hépatoprotecteur. Et puis, le troisième, desmodium, qui est la plante du foie. Bon. On a parlé de la viande, on a parlé du poisson, on a parlé de prendre le temps également pour manger. Ce qui revient souvent, c'est on parle de capitalisme, c'est parce que même pour prendre le temps, il faut prendre le temps pour manger, parce que des fois on va se presser pour aller travailler, c'est pas forcément bon aussi pour soi. Et au niveau de tout ce qui est fruits et légumes, qu'est-ce qui est bon chez nous en Martinique, la plus belle île au monde? Alors, tous les fruits et légumes sont bons. Par exemple, quand je fais des ateliers dans les écoles primaires et je fais une petite comparaison, une image pour qu'ils puissent capter le truc. Les fruits, c'est comme les Power Rangers. Pour ceux qui ne connaissent pas les Power Rangers, ce sont des super-héros. Ce sont 5 super-héros et chacun a un super-pouvoir et une couleur de costume différente. Donc, il y a le rouge, parle-nous des biomanes. Notre génération, parle-nous de voilà, biomanes. On va comprendre mieux les biomanes. Les enfants, j'utilise les Power Rangers. Et les fruits, ben, c'est ça. Les fruits, c'est à chaque couleur son super-pouvoir. À chaque couleur, donc ils ont plein de super pouvoirs. On appelle ça en général des antioxydants. Il y a les vitamines aussi qui sont des super pouvoirs. Mais comme on est dans un monde où on parle beaucoup de stress, donc on parle beaucoup en retour d'antioxydants. Quand on parle de stress, c'est aussi, bon, il y a le stress extérieur, mais il y a aussi le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est un petit peu comme de la rouille. De la rouille? Oui. Ah ouais, l'oxydation. L'oxydation, pour les voilà. métaux, l'oxydation. Donc, dans notre corps, on a des réactions normales. L'oxydation est quelque chose de normal. En respirant, on crée de l'oxydation. L'oxydation, c'est avec l'oxygène. En respirant, on crée l'oxydation. En marchant, on crée de l'oxydation. Pareil, au naturel, on a dans notre corps des mécanismes d'anti-oxydation. Donc, ça va de pair. Sauf qu'aujourd'hui, comme on le disait, avec notre manière de vivre, on accumule ces phénomènes oxydatif, de par ce qu'on mange, de par notre manque d'activité, de par le stress extérieur, de par tout ce qui est perturbateur endocrinien, tout ce qui est toxine, on crée encore plus d'oxydation. Donc par contre, il va falloir apporter plus d'antioxydation. Et les fruits, c'est nickel. Les fruits, c'est nickel. Ils sont tous riches en antioxydants. Et suivant, par exemple, quand on vous dit manger 5 fruits et légumes par jour, 5 oranges, ça ne sert à rien. C'est 5 fruits et légumes par jour de couleurs différentes. Parce qu'en général, on trouve 5 couleurs. Dans les fruits, on les catégorise 5 couleurs. Et à chaque couleur, son antioxydant principal. Donc, maintenant, on dit que le goyave n'est pas bon pour la digestion. La goyave, avec les graines, tout ça, non? Pas forcément? Non, tout est bon. Comme on dit, c'est l'excès en tout qui nuit. L'excès en tout. Ouais, c'est comme la carambole, on te dit trop de c'est quoi, potassium, carambole? La carambole, c'est potassium, mais par contre, pour les insuffisants rénaux, pour les insuffisants rénaux, par contre, c'est un aliment interdit pour les insuffisants rénaux. À cause, il me semble, alors déjà, c'est très riche en potassium, mais il me semble que c'est aussi à cause de l'acide oxalique. Qui est un neurotoxique.
Donc, voilà. Donc le tout, c'est de faire attention Faire également. attention et puis de même si quand diversifier. tout est bon, ouais, même si quand tout est bon, mais Ouais, on peut quelqu'un qui a mangé des sauts mango et puis comprendre qu'on est en forme, quoi. Voilà. Bon, même si c'est bon, hein, même si c'est bon de sauts de mango, ouais, c'est franchement. un peu comme ouais. le principe de la monoculture. Il ne faut pas tout centraliser. en même temps. Voilà, Il faut voilà, diversifier. voilà, ton corps c'est l'île, ne fait pas de la monoculture, tu vois, pas, mais pas que du McDo ou que d'un Puis seul fruit. tout s'apporte et vraiment tout, parce que le corps, c'est énormément de réactions. Tout ce qu'on fait, lever son doigt, c'est une réaction. Pour que cheveux poussent, il y a combien de réactions? Pour parler, pour digérer, et pour tout faire, il y a des réactions. La libido, tout. Il n'y a pas quelque chose La chez nous, la libido aussi. transpiration, mais tout est réaction Alors, chimique. qu'est-ce qu'il y a bon pour la libido? Ça m'intéresse. Tout est bon. Tout est bon pour, par exemple, déjà avec la libido, c'est diminuer le stress, faire jouer le parasympathique. Le parasympathique, c'est le côté nerveux qui est propice au repos, qui amène le repos. Ce qu'on a de moins en moins dans la société, dans cette société qui nous stresse. D'accord, on va aller se coucher tard, à des heures pas Le possibles. patron nous stresse, les enfants, ça nous stresse, tout nous stresse. Le rythme de vie, un hamster dans sa roue, c'est stressant. Donc ça ne favorise pas le cerveau qui s'occupe et de la digestion et de l'élimination. C'est pour ça que les gens qui sont stressés sont souvent aussi constipés. Et pareil, les gens qui sont stressés ont des problèmes, souvent aussi des problèmes de libido. Parce que ce n'est pas le même circuit nerveux. L'état d'activité et l'état de calme n'est pas le même. Tout s'entraîne, tout s'enchaîne. Tout, voilà. On est un écosystème à nous tout seuls. Et le but, c'est vraiment ça. Le but de la micronutrition, c'est de dépister les déficits micronutritionnels qui sont à l'origine de troubles, en fait. Parce que dans tout, on va prendre un fruit. Je vais vous prendre, par exemple, on va parler des cellules. On est constitué de cellules. J'espère que j'aurai le temps de parler de microbiote. J'essaye d'aller vite. On est constitué de cellules. Le microbiote. Bon, ok, tu vas revenir tout à On l'heure. est constitué de cellules. Tout notre corps, tout ce qu'on a, notre tissu, tout, notre cheveu, notre poil, tout est cellulaire. La paroi de nos cellules, de chacune de nos cellules, est faite de gras. Et le bon fonctionnement de la cellule dépend de la qualité de sa membrane. Et la qualité de sa membrane, comme on parlait des œufs de la poule, la qualité de la membrane dépend de la qualité du gras qu'on va ingurgiter. Les cellules bougent, même les cellules musculaires. Alors oui, on a les globules rouges qui se déplacent, qui se déforment pour rentrer dans les tissus. On a plein de cellules qui se déforment pour entrer dans les tissus. On a des cellules, les hormones sont des cellules. Donc, mais les cellules qui sécrètent des hormones doivent se libérer, doivent se déformer pour sécréter les hormones. Les neurones qui se déplacent, qui se mettent en connexion avec d'autres neurones, qui libèrent des choses. La communication cellulaire, les cellules communiquent entre elles pour la moindre chose qui se passe dans notre corps. Et quand on sait que tout ça dépend, on prend juste une partie du gras qu'on absorbe. Donc il y a un bon gras et un mauvais gras. Ouais. C'est-à-dire qu'une cellule doit être mobile, doit pouvoir se déformer. C'est ça, une cellule doit être mobile, doit pouvoir se déformer, faire ce qu'elle a à faire. Sauf que quand on consomme le gras qu'on a des tendances à consommer aujourd'hui, le mauvais gras, soit le gras, les acides gras saturés, alors les gras, il faut les voir comme un collier grain d'or, les petites perles. Il faut voir les chaînes de gras comme ça. Alors, il y a des chaînes qu'on ne peut pas casser. C'est les acides gras saturés. Elles sont très longues, le corps ne peut rien faire avec parce qu'il ne peut pas les découper. Donc ça, c'est les mauvais gras. C'est les pâtisseries, c'est les repas industriels, c'est les mauvaises huiles. Après, on a les gras qui peuvent se couper une fois. Le corps les utilise. Ceux-là, c'est les oméga 9. On les retrouve dans les olives, l'huile d'olive ou dans l'avocat. Et ensuite, on a les oméga 3, on appelle ça des acides polyinsaturés, des acides gras polyinsaturés qu'on peut couper à plusieurs endroits. Donc, c'est-à-dire que c'est une grande chaîne, un gros collier grain d'or qu'on peut découper pour en faire des petites sections. Les petites sections, le corps les utilise plus facilement. Et dans ces deux types de gras qui donnent des petites sections, on a ceux qu'on consomme à outrance, les oméga 6 qu'on retrouve partout, l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, le maïs, et puis l'huile d'arachide aussi. Donc dans ces trucs qu'on consomme souvent, les produits industrialisés, les pâtisseries, c'est des oméga 6. On en a besoin, mais là, la balance, elle est mauvaise. Aujourd'hui, dans une société... L'huile de palme, c'est oméga 6, alors l'huile de palme. Oui. Ok. Et oméga 6 et acides gras saturés. Et en fait, dans la société actuelle, même si c'est nécessaire, les oméga 6,
parce qu'ils sont pro-inflammatoires. Ils favorisent l'inflammation et l'inflammation, à petite mesure, elle est nécessaire parce que quand le corps a besoin de se défendre, sa première réaction immunitaire, c'est de créer l'inflammation pour ramener ses petits bonhommes, soit sa petite armée. L'inflammation, elle est nécessaire à petite dose. Mais comme on en consomme trop, la balance oméga 6, oméga 3, les oméga 3, ce sont les acides gras anti-inflammatoires, elle est très mauvaise. Sachant que les acides gras anti-inflammatoires ne se trouvent pas aussi facilement que les acides gras, que les oméga 6, les pro-inflammatoires. Les oméga 3, on en trouve par exemple dans les noix, dans les graines de lin, dans les graines de chia, dans les poissons gras, dans le pourpier. Le pourpier aussi. Oui, dans le pourpier. Dans les végétaux, on en trouve, mais la plus grosse source végétale, c'est le pourpier. Donc, en fait, voilà, quand on visualise notre alimentation et on se rend compte qu'on ne consomme en majorité que des acides gras qui créent de l'inflammation, soit parce que le corps ne peut pas les utiliser, donc ça, c'est les grandes chaînes, soit parce que le corps, ils sont essentiels, mais le corps, on consomme trop. Ben, à quoi ressemblent nos parois cellulaires? À quoi ressemblent nos membranes cellulaires? Nos membranes cellulaires sont plus rigides qu'ils ne devraient. Donc, ça veut dire que tout ce qui est communication cellulaire, mettons que tu sois une cellule, je suis une cellule. On est éloigné l'un de l'autre. Je vais envoyer des hormones, tu vas envoyer des hormones. Les hormones, c'est un messager. C'est comme un courrier, une lettre à la poste. Eh bien, tout ça se fera plus difficilement si ma paroi est rigide et que ta paroi est rigide. Et ça, c'est une infime partie du problème. C'est vraiment une infime partie du problème. Tout ce qu'on prend dans nos aliments nous sert à quelque chose. Par exemple, on mange des aliments pauvres, on ne mange pas beaucoup de magnésium, pas beaucoup de vitamine B, pas beaucoup de vitamine C. Ben, tout ça, la majorité des réactions qui se font dans notre corps ont besoin de cofacteurs. Cofacteurs, ça veut dire qu'il y a une réaction. Par exemple, mettons que pour que toi et moi, pour qu'il se passe quelque chose entre toi et moi, il faut un élément extérieur. Genre, tu me ramènes un bouquet de fleurs. On va prendre un exemple. Pour que ça matche, il faut qu'il y ait un bouquet de fleurs. Eh ben, c'est pareil, un cofacteur, c'est ça. Pour que A plus B se mettent ensemble et donnent un C, il faut souvent du magnésium, il faut souvent du zinc, il faut souvent les vitamines B6 et B3. Il faut souvent du fer, tout ça, sinon ça ne marche pas. Donc quand on mange, et on mange avec moins de nutriments, moins de vitamines, moins de ces choses-là, où en sont nos réactions? Tout à l'heure, là, tu parlais... Ouais, j'ai une question. Vraiment, là, c'est la question que je me posais sur la route. C'était, alors, nutriments, vitamines. Est-ce que les nutriments, les vitamines, un aliment, je sais pas, on va dire, on va rester sur la goyave. Les vitamines font partie des nutriments. Voilà, les vitamines font partie des nutriments. Ok, d'accord. Voilà. Les nutriments, en fait, c'est tout ce qu'on... Du moins, les vitamines font partie des micronutriments. Nutriments, c'est plutôt tout ce qui sera protéines, glucides, lipides. Voilà, et ensuite, quand on divise, on trouve des... C'est comme si, voilà, tu as l'aliment, c'est le gros morceau. Il y a une première division, ce sont les nutriments, glucides, fibres, tout ça. Et quand on regarde au microscope dans les nutriments, et bien là, on trouve les micronutriments. Okay. Donc, antioxydants, les acides gras. Et les vitamines aussi, alors là. Oui, les vitamines, les oligo-éléments, et puis je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai dit, vitamines, antioxydants. Bon, voilà, les plus petites choses. Les plus petites choses, c'est les micronutriments. Plus grosses, lipides, protéines, glucides, ce sont les nutriments. Tout à l'heure, là, excuse-moi, Hugo. Tu parlais des années 60, comparativement à notre époque, tu vois. Et on disait que, on parlait de l'apport, c'est-à-dire que par le passé, tu étais qu'à manger bon régime. Ici, maintenant, peut-être on va manger plus de féculents avec des pâtes, du riz, tout ça. Par rapport à cet apport-là, il y avait peut-être aussi moins... Là, maintenant, il y a un gros problème de cancer du côlon en Martinique, par rapport aussi à la prostate, tout ça, par rapport à tous ces apports alimentaires. Est-ce que c'est pas par rapport au fait de manger moins nos produits de chez nous qui peuvent entraîner certaines maladies également? Alors oui et non, dans le sens que c'est sûr que si on n'avait pas d'alimentation importée, on serait obligé donc de manger des fibres, de manger des vitamines, parce qu'on serait obligé de manger des produits qui sortent de la terre. Si on n'avait pas d'importation, on serait obligé de manger des fruits qui sortent de l'arbre, donc qui nous apportent fibres, vitamines, antioxydants et autres. Donc oui, ça réglera un problème. Après, même en mangeant importé, je ne suis pas pour manger importé, mais même en mangeant importé, on peut manger correctement. Mais il faut savoir ce qu'on va chercher, ce dont notre corps a besoin. Alors, moi j'ai une autre question. Là, c'est un peu pour vous embêter tous les deux. Surtout toi. Non. Tout à l'heure, tu disais que le corps, c'est à lui seul, c'est un écosystème. Et j'ai pensé, par exemple, à les Inuits, par exemple.
pas de fruits, il n'y a pas grand-chose, c'est la banquise, et pourtant ils s'adaptent et ils vivent. Et ça fait pas 5 ans qu'ils vivent. Ça fait des millénaires ça que les gens s'appelle sont là. l'épigénétique. Donc voilà, c'est là où je voulais en arriver, à l'épigénétique. Ça s'appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est le fait qu'on soit adapté à notre environnement. Voilà. C'est-à-dire que l'environnement, je crois qu'on en avait parlé sur une émission, l'environnement code pour notre ADN. L'environnement est capable de coder pour l'ADN. Par exemple, chez les tortues, oui, on en a parlé, chez les tortues, l'environnement détermine le sexe des tortues. La température à laquelle l'œuf est enterré va déterminer si ce sera un mâle ou une femelle. Eh ben, chez les humains, chez tous les êtres vivants, c'est pareil. Ça fait pour les Inuits, ça fait des générations et des générations qu'ils vivent là. Donc, leur organisme s'est adapté. D'accord. Par rapport à ça, il y a quelque chose, c'est une hypothèse, hein, c'est une hypothèse, mais je trouve qu'elle se tient. Non, peut-être je parlais avant moi. Alors. Oui, vas-y. Alors, j'ai posé cette question-là parce que personnellement, bon, mon neveu le sait. J'étais pas en grande forme, moi, la semaine dernière, à plat. Tu vois, rester canapé, pas faire grand-chose, même vraiment, et puis mal manger, tout ça. En 3 jours, et je vois à quelle vitesse ça va. 3 jours où j'ai décidé de, bon, allez, on y va, un peu de sport, un peu manger mieux, un peu boire plus d'eau et moins de jus, tout ça, eh ben, ça va très très vite. Donc ça, c'est un petit message d'encouragement pour les gens qui se sentent un peu à plat. Ça peut aller aussi très très vite. Autant ça va vite dans un sens, on dégrade notre santé avec une mauvaise alimentation, autant justement notre corps s'adapte, et autant si on fait les efforts qu'il faut et on se motive, très vite on voit des résultats. Regardez-moi. Il y a un problème là. Demain j'ai des problèmes avec cette connerie. Bon, j'arrête. Ça touche la fin, messieurs, dames. Hein? Mais j'aimerais parler non, faut que tu parles de... Alors, une petite note, parce que l'intestin, c'est important. Je pense qu'on est beaucoup à avoir entendu parler de l'intestin deuxième cerveau. Et je pense que c'est vraiment le clou de cette émission. Comprendre que l'intestin est très déterminant. On appelle l'intestin deuxième cerveau, pourquoi? Parce qu'on a découvert depuis quelques années qu'il y a autant de cellules nerveuses, du moins pas autant, mais que l'intestin est le deuxième organe qui possède le plus de cellules nerveuses, qu'il est en étroite communication et communication permanente avec le cerveau. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire du sens intestin vers le cerveau, comme du sens cerveau vers intestin. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, la sérotonine, une neurohormone, la neurohormone de l'humeur, c'est elle qui détermine, par exemple, on a découvert que même dans les maladies psychiatriques, mais à type de dépression, il y avait un déficit en sérotonine. Sérotonine qui est à 95% fabriquée au niveau de l'intestin. Dans notre intestin, donc il y a déjà, donc j'essaye d'aller vite et j'essaye de tout dire. Le microbiote, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on dit qu'on est des êtres cellulaires. Je vous ai dit, tout est fait de cellules. On a plus de bactéries que de cellules. C'est-à-dire qu'en vrai, si on s'appuie sur un truc purement mathématique, nous sommes des êtres microbiens. Notre microbiote, donc nos colonies de microbes à l'intérieur de notre intestin déterminent notre caractère, détermine nos humeurs, détermine nos maladies. On s'est rendu compte que chez les personnes obèses, on retrouvait un certain type de bactéries. Que chez les gens qui ont du diabète, on retrouve un certain type de bactéries. Et qu'est-ce qui nourrit nos bactéries? Notre alimentation. Donc notre alimentation détermine quantitativement et qualitativement nos bactéries, c'est-à-dire le type de bactéries qu'on va retrouver et leur quantité, et nos bactéries déterminent notre santé. Ça, je ne sais pas, bon, l'émission, c'est dommage, j'ai pas pu mettre le poids dessus, mais c'est hyper important. Le microbiote, on se rend de plus en plus compte, en fait, qu'il participe à tout, et on en a, le plus important, c'est l'intestinal, mais on a un microbiote sur la peau, on a un microbiote dans les poumons, sur les yeux, on en a un petit peu partout. Là, les dernières études tendent à montrer que les maladies neurodégénératives, donc tout ce qui est Alzheimer, Parkinson, toutes ces maladies qui nous font un petit peu peur quand on pense à l'âge qu'on prend, ont un point de départ intestinal. Un point de départ intestinal. Parce qu'on peut se poser beaucoup de questions, on peut se dire que ça peut être dû par le stress, tout ça, mais l'alimentation également a sa cause à ses causes par rapport à ça. Par rapport à l'intestin. Les maladies inflammatoires, diabète de type 2, l'autisme aussi, on en parle, on commence à en parler.
l'autisme et l'intestin. Nos bactéries, en fait, sont capables, elles aussi, de coder, on ne sait pas encore comment, mais pour notre ADN. C'est vraiment un enjeu. Nos bactéries intestinales, notre microbiote intestinal, c'est vraiment un enjeu. Vous n'avez qu'à voir dans les pharmacies, vous allez sur la petite armoire, la petite étagère, des probiotiques, il y en a de plus en plus, ça prend de plus en plus de place dans les pharmacies. Il y a des choses à dire par rapport à ça. Et même après cette émission, je vous invite à rechercher certaines choses également, parce que c'est très important, parce qu'on parle souvent de stress, on parle de burn-out, tout ça, mais si on savait également que c'est dû par notre alimentation, qu'il y a la vie, certes, mais il y a également ce que nous mangeons. Et ça aussi, c'est important. Hugues, comment vas-tu ? Ça va. Ça va tranquillement ? Alors, comment tu as trouvé Tchoupou-Tête ? Bon, en tant que... Bon, tout à l'heure, là, tu t'es fâché parce que j'ai dit second. En tant que co-animateur. Alors. Non, c'était intéressant. Je suis content d'avoir été invité. Et puis, non, tu t'es pas invité. J'entends. Non, tu étais... Et quoi, j'étais réquisitionné. Non, C'était voilà. qui ça, alors? Voilà. Tu étais missionné. Non, je voudrais dire quelque chose. Ça, il y a les mots aussi. Parfois, juste décomposer les mots. Tu disais microbiote, microbe. Mais quand on fait micro, petit, et bio, c'est la vie, quoi. Donc ça ne veut pas forcément dire quelque chose de négatif. Rien qu'en comprenant de cette façon-là, parce que quand on dit à quelqu'un, microbe, t'as des microbes, on te dit, pas des microbes, toi, comme si c'est un truc de sale, un microbe, on a besoin. Notre corps, c'est des cellules, c'est un tas de... Mais c'est maintenant qu'on le sait. Voilà. C'est maintenant qu'on sait que les microbes sont importants. Combien de fois on nous a traités avec des antibiotiques? Les bactéries, quand on vous donne des antibiotiques, combien de médecins vous donnent des probiotiques avec? Les anciens médecins te donnaient toujours de l'ultralevure. L'ultralevure, ouais, c'est vrai. Maintenant, combien le font? Beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, on touche à la fin. Naoui, alors, comment ça s'est passé de ton côté? Alors, super émission pour moi, mais comme d'hab, je parle énormément, donc voilà, j'ai pas pu dire tout ce que j'avais envie de dire, tous les messages que j'avais envie de faire passer, mais c'est parti remise. C'est parti remise. Voilà. Tu as tout dit? C'est parti remise. C'est parti remise aussi, mais on va en parler d'une C4 pour une prochaine. D'accord. Ok, d'accord. Sinon, j'espère que vous avez apprécié cette émission aujourd'hui. Moi-même, j'ai beaucoup appris. Et moi, je veux regarder à nouveau l'émission. Donc, elle est diffusée sur Zouk TV. Vous avez déjà ça, Check Peuple là. Et sinon, vous pouvez la regarder à nouveau sur YouTube ou même sur la page Facebook de Zouk TV. À une prochaine, à l'autre soleil.